Twisted Colossus est un coaster dit hybride. J'ai mis un guillemet à hybride. Pourquoi ? Ce n'est pas vraiment un coaster hybride parce que le rail est le même de bout en bout et on ne change pas de matériaux, mais tout le monde des coasters enthousiastes a adopté ce terme pour désigner ce type de machine, donc merde. Et normalement, je devrais juste aller lui casser la figure. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous, bienvenue dans ce deuxième morning de ce projet Francis. Je suis en compagnie de Nicolas pour vous le présenter. Bonjour Nicolas. Bonjour Tristan. Nous sommes vendredi 29 décembre, c'est l'avant-dernier jour, l'antépénultième jour de cette année 2023. Également dernier jour du projet Francis, toujours au taquet pour vous le présenter. Avant de lancer du coup mon cher Nicolas sur ses chroniques, peux-tu nous parler un petit peu du sujet de ta chronique et de pourquoi tu as choisi ce sujet pour ce morning numéro 2 ? Bon, je suis vraiment un grand fan de manga. J'aime aussi beaucoup la BD française depuis mon jeune âge. Je voulais vraiment parler de l'évolution que les éditeurs et les auteurs de BD ont pu vivre dans ces 10-15 dernières années. Donc, on va parler de data du coup, ouais, essentiellement. Exactement. Donc avant de se pencher sur l'édition au Japon, on va passer sur l'édition en France. L'édition en France en progression, mais pour qui ? Là, c'est sur l'année, si je ne me trompe pas, 2021, qui est l'année, on va dire, record en termes de progression pour la France. On a eu une évolution d'environ 150% des ventes, ce qui est assez énorme. Lead par les mangas, 55% des parts. Cependant, la BD ne se porte pas mal, du fait qu'elle vaut environ 2 fois plus cher que les mangas. Même si il y en a à peu près autant, on va dire, de vendus, quand même 2 fois plus d'argent généré par les BD que par les mangas. Je parlerai pas de comics parce que les comics, on peut voir, ça vaut 4% des parts, c'est assez anecdotique. J'aimerais bien parler un peu des auteurs. On pourrait penser que vu qu'il y a de plus en plus de ventes, les auteurs en profitent en fait. Mais c'est pas réellement le cas. Le métier s'industrialise, mais aussi se précarise. La facilité d'accès, on va dire, et la surdemande des éditeurs produit ce phénomène. 71% des auteurs de BD qui ont un autre emploi en parallèle, 36% qui ont envie sous le seuil de pauvreté, 53% qui gagnent moins que le SMIC. C'est pas beaucoup, le SMIC. Il y a 2 facteurs. En fait, il y a effectivement une apparition d'auto-édition, mais même parmi les auteurs qui sont publiés par des éditeurs, il y a une croissance des demandes, de vos ventes personnelles décroît, et comme vous gagnez de l'argent selon ce que vous vendez, les ventes totales s'améliorent, mais en moyenne, les petites BD vendent moins. Pour aussi caractériser ce phénomène, pour l'expliquer, les libraires, eux, avant, ils décidaient par ce qu'ils aimaient, par ce qu'ils avaient entendu parler. Donc il y avait forcément les grosses BD quand même en général, mais il y avait plein de BD aussi que pas grand monde connaissait. Souvent les libraires sont des gens très curieux, et donc ça les intéresse d'aller voir autre chose que juste les choses populaires. De ce fait, ils se retranchent en fait un peu plus sur les BD qui se vendent bien, en suivant un peu plus leur logiciel en fait. Et donc d'acheter plutôt eux des grandes BD. Bien sûr, les BD les plus vendus, hormis les mangas, sont les BD quand même pour la jeunesse. Mais dans les BD de genre, il y en a beaucoup qui parlent de sujets sociaux, de sujets sérieux, de politique, d'écologie, ce genre de choses. Donc ouais, c'est très croissant. Bien sûr, il faut vouloir plaire à un public. Quand vous dessinez quelque chose qui est fait pour distraire entre guillemets les gens, vous pensez quand même à pouvoir leur plaire. Mais vous n'avez pas forcément complètement shift de ce que vous aimez et aller sur des thèmes ou des genres qui vous n'inspirent rien, mais qui sont en fait populaires. Ça, c'était pas trop le cas. Aujourd'hui, c'est beaucoup le cas. Et donc maintenant, l'édition au Japon est son modèle industriel. Au Japon aussi, ça se passe très bien en termes de chiffres. L'édition au Japon, en fait, c'est un peu ce que devient l'édition française actuellement. Il y a beaucoup d'éditeurs, beaucoup de mangas qui sortent. Mais en fait, tout est assez centralisé par des très 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 gros éditeurs, comme le Shonen Jump par exemple. Au Japon, enfin du moins la plupart des gros éditeurs font de la pré-publication. Ça veut dire qu'ils sortent un gros magazine avec un chapitre de tous les mangas qu'ils ont dans leurs éditions qui sont en train d'être parus. Il y a en général des places pour 10 à 12 mangas. Pour choisir qui va rester, en fait, ils ont un classement fait par les lecteurs de ce dit magazine. Si jamais vous, auteur de votre manga, vous êtes au fond du classement pendant 1 ou 2 semaines et que ça se voit que vous remontez pas la pente, excusez-nous, on s'arrête là, voilà, globalement. on s'arrête là. Vous avez 2 semaines pour finir votre manga, voilà, c'est tout. C'est très, on va dire, compétitif. Vous battez chaque semaine ou chaque mois contre
les autres auteurs. Pour autant, au Japon, on a quand même eu l'effet de la numérisation, enfin la technologie, etc., qui a bien avancé via le support numérique depuis les 5-6 dernières années, on va dire. Vraiment, des fois d'autopublication pure, même pas sur des sites vraiment réellement de publication, même juste des fois sur Twitter ou ce genre de choses. Et qui après devenaient vraiment des mangas qui se faisaient publier. On va dire, je vais citer One Punch Man, qui est de base une série, on va dire, sur Twitter, dessinée en mode croquis, on va dire, que l'auteur ne savait pas dessiner. Et qui a très bien fonctionné, une très grande partie de fans, et qui après, hop là, c'est parti avec un vrai dessinateur. C'est un plus, une ouverture à plus d'auteurs, nous-mêmes consommateurs, découvrir plus d'auteurs différents, plus de BD, enfin plus de mangas différents. Pour les auteurs en soi, en général, ils s'appauvrissent parce que ils sont de plus en plus, et en plus de ça, les plus gros gagnent de plus en plus aussi. Pour autant, le manga coûte pas très cher quand même au Japon, excessivement moins cher qu'en France. En France, c'est environ 7 euros. Au Japon, ça peut varier, ça peut être entre 200 à 500 yens. Donc vraiment très bas, faut s'imaginer qu'on est entre 1,50€ et 4,50€ vraiment. C'est ça. Ça me rappelle quelque chose. L'auteur de BD en France est souvent auteur et graphiste. On a les deux qui sont très séparés. Est-ce qu'au Japon c'est un peu pareil? Est-ce qu'on a un auteur et un graphiste, ou est-ce que l'auteur entre guillemets se charge de toute la partie graphique de son roman? Alors je dirais que en fait la plus grande partie des œuvres les plus connues sont le dessinateur et l'auteur sont la même personne. One Piece est le manga le plus vendu de tous les temps. C'est Eiichiro Oda qui dessine et qui écrit. Au Japon, ils ont beaucoup d'assistants en fait. Ça veut dire qu'ils sont souvent pas seuls à dessiner. Les plus gros dessinateurs qui n'ont pas beaucoup de temps et qui ont beaucoup de pression, en général, eux se contentent même juste de dessiner les poses des personnages principaux ou les poses importantes. La grande majorité, quand même, c'est une personne fait le dessin et l'écrit. C'est en évolution, je dirais, sur le fait qu'il y a 2 personnes qui le font, un peu comme en France, où c'est souvent le cas quand même, qu'il y ait 2 personnes. Ma question de fin, ce serait quel avenir pour la BD? Je pense qu'on va continuer l'ère de la numérisation. Ça, c'est ça le Japon, mais on va suivre, je pense, le Japon sur cette partie-là. Partir sur le support numérisé, que ce soit pour les consommateurs, parce que ça coûte entre guillemets moins cher de pouvoir lire sur leur téléphone ou sur leur ordinateur, sur leur tablette, que d'acheter le manga en papier. Pour les autopublications, ça coûte moins cher, à 3 à 4 fois moins. Mais bon, vous n'avez pas vraiment l'œuvre dans vos mains, c'est pas vraiment à vous, quoi. C'est juste sur une plateforme, quoi. Je suis quand même confiant pour la BD. Tout le spectre de la BD, que ce soit les auteurs, les éditeurs, les consommateurs, vont s'adapter. Le domaine va continuer de croître. Mais par contre, la situation pour les auteurs devrait petit à petit se stabiliser, vu que la France reste quand même un pays social, du moins je l'espère. Bien écoute, merci pour ce tour d'horizon un peu éclectique du domaine de la bande dessinée. Cette fois-ci, on va partir sur un autre divertissement, mais du divertissement un peu sensationnel. Je vais poser la même question que je pose à chaque fois que j'aborde ma passion. Que tu connais le terme de coaster? Roller coaster. Exactement. Ouais, donc les montagnes russes, quoi. Exactement, on va parler de montagnes russes, la suite, ni plus ni moins que la chronique que j'ai fait l'an dernier. Il y a des destinations qu'on cherche, particulièrement quand on est coaster fan. Les États du Midwest pour la grande concentration de parcs qui existent, notamment Cedar Point. Il y en a une autre que j'ai fait dans ce voyage, mais cette fois-ci qui se trouve dans la côte ouest. Et enfin, évidemment, il y a la Floride, le 3e pôle majoritaire, mais cette fois-ci, c'est plutôt des grands groupes. Aujourd'hui, je vais vous parler du coup d'un coaster trip un peu spécial que j'ai fait en 2023, celui en Californie. La zone qui va nous intéresser se situe tout simplement à côté de Los Angeles, où il se trouve 6 parcs principaux. Six Flags Magic Mountain, la capitale mondiale des montagnes russes avec plus de 20 montagnes russes. Il y a également Universal Studios Hollywood, qui se situe de l'autre côté des montagnes Hollywood qu'on vous a présenté hier. On a Pacific Park, qui se situe sur le Santa Monica Pier dont je vous ai parlé hier. Knott's Berry Farm, et bien sûr, il est indispensable que je vous en parle. Il y a 2 parcs Disney qu'on a fait, qui est le Disneyland Park original de Anaheim et également le Disneyland California Adventure qui se situe juste à côté, qui lui est spécialisé justement sur un parc thématique autour de la Californie. Au total, quand on ajoute tout ça, ça fait plus de 30 coasters, beaucoup trop grand pour être énuméré, donc j'ai décidé de me limiter à un coaster par parc, ce qui donne, mesdames et messieurs, 6 chapitres pour cette présentation. Ça va être des chapitres un peu particuliers, à chaque fois c'est le plus quelque chose de montagne russe, dans l'objectif en fait qu'on tire une leçon à chaque fois de la montagne russe que je vais vous présenter. Donc, on va commencer avec la montagne russe la plus à l'ouest. On va parler de West Coaster, la montagne russe qui se situe sur le Santa Monica Pier. Et en même temps, si tu as joué à un
petit jeu en cette décennie 2010 qui s'appelle Grand Vol de Voiture 5, mais GTA 5 tout simplement. Il s'agit en effet du Léviathan qu'on peut trouver sur GTA 5, ce qui fait que ce coaster qui est très peu populaire et qui ne se trouve pas dans un grand parc a sans doute pas trop été ridé dans la vraie vie. Par contre, il a été ridé un nombre incalculable de fois de manière virtuelle. C'est une petite montagne russe, c'est vraiment ce qu'on pourrait qualifier de familial. Vous allez aller au-dessus de l'océan avec un coaster, c'est une situation qui est pas du tout commune. Par contre, autant le dire, c'est pas si intéressant que ça. Là, vous avez eu 2 boss à Airtime. Donc, pour les Airtime, l'explication, je vous invite à vous intéresser à la chronique de l'an dernier que j'ai fait avec notamment le best-of du Morning 2 où j'explique comment se forme un Airtime et la sensation que cela procure. C'était pas exceptionnel. Le plus vieux coaster de ce trip, on va parler de Matterhorn Bobsleigh. On se trouve dans le Disneyland Park original. C'est le parc qu'a designé du coup directement Walt Disney. Et qui est le plus proche en fait de sa vision. Il y a eu d'autres projets par la suite. Il a parlé notamment, il y a l'histoire d'Epcot, cette ville futuriste qu'il voulait faire pour simplifier les flux de transit et la vie tout simplement des riverains qui vivraient dans cette ville. Donc il a ouvert, s'il me semble bien, en 55 à Anaheim. Anaheim, c'est à 40 km au sud-ouest de Los Angeles. Vous avez pu le voir sur la carte. Donc c'est pas directement le centre-ville. L'avantage de Anaheim, c'était que des orangeraies à côté. Donc ça a été très facile de construire en fait un parc là-dessus. Donc le Matterhorn Bobsleigh, il a ouvert en 59, très exactement. Ce qui fait qu'aujourd'hui, cette montagne russe a 64 ans. J'ai pris une photo du coup d'époque. Enfin là, je crois que c'est une carte postale que j'ai recrop. Donc le Matterhorn Bobsleigh, comme son nom l'indique, ça fait référence au Matterhorn, cette montagne tout simplement suisse qu'on a, avec donc cette forme. C'est la forme de Toblerone, d'ailleurs, si jamais vous voulez un moyen mémotechnique, voilà. Ce n'est pas une montagne russe, c'est 2 montagnes russes. Un circuit à gauche et un circuit à droite quand on est tout simplement devant la gare. Et nous, le circuit qui va nous intéresser, c'est le circuit de droite, qui est le plus dynamique. Matterhorn Bobsleigh est une montagne russe qui a 64 ans et qui honnêtement me donne l'impression que ça a été retapé hier. On va avoir des grottes qui sont sculptées dans la montagne et on va défiler tout simplement dans notre petit véhicule de 3 personnes. C'est une espèce j'ai pas d'autre mot, de suppositoire en fait tout simplement qui va dévaler. Avec des fois de temps en temps des petits happenings qui arrivent, notamment le Yeti qui devrait pas tarder à arriver. En fait, on a aussi de l'interaction comme tu peux le voir à droite. Là on a un autre coaster, donc là pour le coup ce n'est pas notre parcours, c'est l'autre parcours qu'on reçoit. Et ah oui, j'avais oublié, le parcours se finit dans cette petite piscine, voilà, pour pouvoir nous ralentir et également donner un petit effet de frais. Puisque nous sommes au cœur de la Californie, il peut faire très très chaud au mois d'octobre. Les températures l'après-midi tournaient autour des 28 degrés. C'est super chaud. J'ai vécu littéralement une année avec 9 mois d'été. Cette année, c'était improbable. On va continuer notre présentation du coup avec une autre montagne russe, qui est tout simplement la montagne russe la plus longue, à savoir Incredicoaster. Alors, Incredicoaster, logiquement, il y a une petite partie du mot qui est censée te rappeler une licence Pixar, éventuellement. Ah, je vois exactement le film, donc c'est voilà. avec la famille de super-héros. Exactement, c'est les Indestructibles, tout à fait. C'est un coaster thématisé autour des Indestructibles. Vous pouvez voir en fait qu'au début de chaque slide, je vous ai mis les stats. Vous avez la hauteur en première statistique, donc la hauteur tout simplement de la montagne russe. Là, on a sa longueur, donc là, c'est pour ça que je l'ai mis, parce que c'est le plus long de tout le parcours qu'on a fait. Il fait 1850 mètres et il fait même partie tout simplement du top 10 des plus grandes montagnes russes du monde. On peut s'attendre à ce que les montagnes russes soient vraiment très longues dans notre imaginaire. On peut penser par exemple à du 2 km, 3 km. Les montagnes russes qui font un peu plus de 7000 pieds, c'est très rare. Mais par contre, ce qui est important, c'est ces 2 dernières stats. Sa vitesse, 88 km/h, puisque c'est la première montagne russe propulsée dont on va parler. Et 80,2, ça c'est la notation moyenne sur le site Captain Coaster pour désigner en fait l'appréciation générale tout simplement des montagnes russes. Il faut savoir par contre que ça n'a pas toujours été Incredicoaster. En fait, le thème Incredicoaster s'est ajouté en 2018 avec une refonte de la zone et est devenu ce qu'on appelle Pixar Pier. Avec un truc plus chaleureux, littéralement, puisqu'on a du rouge et du jaune, et une thématisation, on va dire, plus foraine, plus traditionnelle foraine qui se met en place. Le parc est vraiment magnifique. Moi personnellement, ça a été mon parc préféré de tout le trip. Hélas, au niveau sensation, j'en parlerai moins. Coaster qui est storytellé. C'est vraiment, il y a une trame narrative dans le coaster. On va essayer de partir à la poursuite de Jack Jack. Alors, Jack Jack, c'est le petit bébé des Indestructibles, logiquement. Du coup, ça commence avec ce launch. Alors, ce launch est vraiment très très doux. Hein. On est lancé à 88 km/h en fait en 3 secondes. Donc c'est plutôt bien rapide. Le parcours, pas très sensationnel, mais c'est vraiment la thématisation, la fluidité et le concept en fait de leurrer un petit peu notre esprit. C'est-à-dire que là, nous sommes sur une montagne russe en acier. Et ils ont essayé de reproduire en fait ce côté montagne russe en bois pour qu'on ait ce côté traditionnel. Il y a vraiment une odeur, j'ai envie de vous dire, vraiment une odeur de parc traditionnel à tel point que la deuxième montée que tu as pu voir, littéralement, il y a une odeur de cannelle. Si mon voyage aux États-Unis pouvait avoir une odeur, elle aurait une odeur de cannelle. Donc le layout est très particulier et surtout très important.
c'est la première fois qu'il y a eu une inversion du coup dans un coaster de cette zone. Donc les inversions chez Disney c'est peu courant, mais là il y en avait une et surtout il est très long. L'aventure a duré quand même 2 minutes 39 jusqu'au fin finaux et malgré tout je n'ai pas réussi à expliquer convenablement la storyline. Je suis dégoûté. On va enchaîner avec le plus sombre littéralement puisque c'est un coaster dans le noir. On va parler de Revenge of the Mummy. Il faut savoir que c'est une adaptation d'une attraction qui se trouvait déjà dans l'autre parc Universal qui se trouve en Floride. Et cette version, du coup, est une version raccourcie et rapetissée pour qu'elle puisse rentrer dans Universal Studios Hollywood. Revenge of the Mummy, du coup, c'est adapté du film Le Retour de la Momie, donc une saga horrifique / graphique. Ça baigne un peu dans les années 2000, hein, c'est plus trop à la mode. Et du coup, le principe, c'est vraiment de faire une saga horrifique, en fait, sur le thème de l'Égypte antique. 14 mètres, 581 mètres, vous voyez qu'on est plus petit, vraiment plus petit que les autres attractions. Et en fait, ça s'explique à une chose toute simple. Voici le parcours de Revenge of the Mummy. Il a fallu concentrer un parcours très dense dans un tout petit espace, ce qui fait qu'on reste sur sa fin à la fin. Mais il y a plein de petites idées qui sont intéressantes. Donc déjà, on a une section en marche arrière. Il y a un passage culte dans Revenge of the Mummy, Le Retour de la Momie, le film. On a une espèce d'aversion vers les scarabées, c'est des espèces de bêtes un petit peu grouillantes. Et ils ont réussi à le reproduire dans les trains, tout simplement, en nous faisant taper un petit rotor de plastique en fait sur notre jambe. Je sais pas si vous pouvez me cadrer au niveau de la jambe tout simplement. En fait, vient taper notre jambe ici tout simplement. Ce qui en fait provoque une sensation comme si des petites bêtes grouillaient. Ah, c'est très très réaliste. Voilà. Je vous mets un petit on-ride même si c'est un coaster dans le noir, donc vous n'allez pas voir grand chose. Grosso modo, la storyline c'est simple. Imhotep, le dieu de la mort, veut nos âmes. C'est pas très gentil. Hein, je suis désolé, moi je voudrais la garder s'il vous plaît. Et notamment la prochaine salle est très intéressante puisqu'en fait elle utilise des animatroniques qui vont tomber. Voilà, là vous avez pu voir, là il y a une statue qui est tombée littéralement. Et c'est très impressionnant parce qu'il faut imaginer du coup un mannequin qui est guidé vers le sol et on a vraiment l'impression qu'il veut nous foncer dessus. Ça utilise beaucoup de projection UV. Ça a une vocation un peu screamer. Ça n'a pas l'air de faire très peur. Pas ouf, hein, clairement. Et on va arriver bientôt à l'écran de projection. Voilà, donc on arrive sur ce passage exactement où les scarabées vont grouiller. Voilà, les scarabées grouillent. Et là, à ce moment-là, justement, ils activent les taquets et ça... c'est agréable. S'il y a très peu d'attente, faites-le. S'il y a moins d'attente, ne le faites pas. Clairement, il y aura d'autres attractions à Universal qui vaudront plus le coup. Par exemple, Transformers The Ride, qui est une expérience simulateur incroyable. Jurassic World, une immense chute en bateau de plus de 30 mètres de haut, qui vaudra largement plus le coup que ça. Ou même tout simplement The Forbidden Journey, moi que j'ai pas pu faire parce que forcément, étant arachnophobe, une aragode comme ça de 4 mètres de long devant vous, moi, j'étais pas chaud de le faire. Mais pour le coup, ça vaut complètement son pesant de cacahuètes. On enchaîne avec le plus surprenant. Ghost Rider à Nutberry Farm. Le principe est simple, une montagne russe en bois, culturellement, c'est fou. Ça a un attrait incroyable pour l'œil et ça procure des sensations qui vont être très différentes des montagnes russes en acier. Une montagne russe en bois, ça vieillit mal, logiquement, donc on pourrait s'attendre en fait à une dégradation au fur et à mesure du temps. C'est le cas par exemple de Tonnerre de Zeus qui a fait l'exploit en un an, de 2022 à 2023, de devenir une purge. C'est-à-dire que 2022, il est génial, 2023, il est à chier. Il était dans mon top 10, il a dégagé aussitôt que j'y suis revenu. De l'autre côté, on a un certain Ghost Rider qui, lui, au contraire, est très bizarre. Il ne se dégrade pas, il est bien entretenu. Du coup, en plus du ride en tant que tel, il va y avoir la création d'un statut culte. Vous allez rider une montagne russe qui a du vécu, de l'expérience, de la bouteille, si tu veux. Le bois, en fait, vibre. Vraiment, le bois travaille, vit. Et donc, on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait de l'apparition de vibrations. Pas du tout. Ou en tout cas très condensé sur celle-là. Moi qui pensais que les Wooden ça allait devenir des calamités quand j'étais aux États-Unis parce que les Américains en fait sont beaucoup moins exigeants que nous concernant les vibrations. Je pensais que ça allait être horrible. Et au final, il s'est révélé être très sympathique. Je vais pas jusqu'au bout parce que quand même on a la dernière. On va parler du plus incroyable. On va parler de Twisted Colossus Axis Flag Magic Mountain. Alors Twisted Colossus, son histoire est un petit peu compliquée. Le coaster a d'abord ouvert en 1978 sous le nom de Colossus. En 2014, il est annoncé qu'il va y avoir ce qu'on appelle un retrack, modifier les rails qui vont se situer dessus, et on va du coup passer d'une montagne russe en bois à une montagne russe hybride. Hélas, juste après les travaux, septembre 2014, incendie sur le chantier. Au final, l'incendie ne fera que des dégâts plutôt mineurs, il a fallu reconstruire un petit peu la structure, mais ça va. En mai 2015, l'attraction réouvre sous le nom de Twisted Colossus. Twisted Colossus est un coaster dit hybride. J'ai mis un guillemet à hybride. Pourquoi ? Ce n'est pas vraiment un coaster hybride parce que le rail est le même de bout en bout et on ne change pas de matériaux, mais tout le monde des coasters enthousiastes a adopté ce terme pour désigner ce type de machine, donc merde. C'est un coaster hybride, c'est un coaster qui mélange des rails en bois et des rails en acier sur le même parcours. Or là, ici on va utiliser ce terme d'hybride pour deux choses. Les rails sont en acier
La structure en bois. Tandis que les supports, Ok. ils sont en bois. Donc on a l'attrait historique et les possibilités qu'offre l'acier. Et là, il y a des éléments dont on n'est pas du tout habitué, on ne peut pas avoir sur un coaster en bois. En fait, là voilà. Par exemple, une drop comme ça sur un coaster en bois, impossible mon gars. Ici, vous avez d'un côté le coaster bleu qui passe au-dessus et le coaster vert qui passe à l'envers au-dessus. C'est impossible sur un coaster en bois d'avoir une inversion. Là, du coup, avec les travaux qu'ont fait Rocky Mountain Construction, donc RMC, c'est possible. Le parcours a fini une première boucle et du coup, la partie bleue devient la partie verte et la partie verte devient la partie bleue. La montagne russe en tant que telle, en un seul tour, est déjà très fun à rider. Mais du coup, on va faire toute l'autre partie du rail. Sur le classement de 1400 coasters que compte Captain Coaster, il est classé 24e. Même. Voilà, c'est sympathique. Il est temps de faire un petit peu le bilan, le classement de toute cette aventure. Du coup, j'ai classé ici mon ordre de préférence. Et enfin, je souhaite également remercier cette fine équipe composée tout simplement de Janice, moi et de Cédric qui m'ont accompagné dans cette grande aventure de faire plus de 6 parcs aux États-Unis. Alors qu'à la base, c'était pas vraiment prévu. On était censé en faire 3, 4 et puis j'ai réussi à en négocier un de plus et au final, on a fait les 6 parcs. Mais en avant tout, je voudrais remercier Nicolas d'avoir participé à ce morning. Non, Et mais merci à toi. voilà. On se retrouve tout le long de la journée. Et puis, bien évidemment, il y aura ce soir enfin les résultats. Messieurs, dames, pause pub maintenant.